Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, les habitudes numériques. Allez, on va pas se mentir, c'est parfois faites ce que je dis, pas ce que je fais. Quand les enfants mettent leurs parents en détox digital, ce sera à suivre dans notre série La famille tout écran. Je vais pas le mettre en détox tout de suite, mais quand même Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ce réseau d'observation sismique en open source et open data, ça s'appelle RapidShake. En fait, les CI sont les catastrophes naturelles les plus meurtrières. Et on a des groupes de hackers, de développeurs qui se sont dit qu'il fallait faire quelque chose puisqu'on les connaît très mal. Et donc, voilà, ils ont créé ce réseau de sismomètres connectés et sous licence libre. Eh bien, on y revient avec toi en deuxième partie de cette émission. Notre question du jour. En France, 6 femmes sur 10 ont déjà été agressées verbalement ou sifflées dans la rue par des hommes. Les violences sexistes et sexuelles sont présentes à l'école, mais aussi en dehors. Alors, comment fait-on pour faire bouger la société pour de bon? Tu seras féministe, mon fils. On va en parler avec nos invités au féminin et au masculin, mais surtout au pluriel. Maxime Rosiewski, vous êtes producteur, homme féministe, auteur de ce petit manuel de féminisme au quotidien qui est paru chez Marabout il y a quelques jours à peine. Bonjour. À vous. Et puis, avec nous depuis Strasbourg, Emanuela Todorova, vous êtes la créatrice des comptes Instagram et de l'association Dis bonjour sale pute. Vous menez un combat au quotidien, justement, pour pouvoir lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. Vous allez nous en parler. Bonjour à vous, Emanuela. Bonjour. Mais d'abord, focus. Enchaîner les épisodes de séries ou de ses séries préférées d'ailleurs en temps record, ça tient parfois plus du marathon que d'une pratique raisonnable du numérique. Binger n'est pas joué, on prend un cours particulier et pratique avec la famille tout écran et notre partenaire, le Clémy. Chérie, on y est presque. Et voici le 12e épisode de Choses étranges. C'est parti. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai tellement sommeil. J'ai verrouillé la porte. On vous a pas vu depuis ce matin, la situation devient dangereuse, on doit intervenir. On comprend, c'est votre série préférée, mais là c'est n'importe quoi. En plus, Juliette, elle nous a fait des épinards pour ce midi. J'aime pas les épinards. Et qui va m'aider pour mes maths aussi? Non, puis il y a une drôle d'odeur dans la chambre de Mélina. J'ai dit que j'aime pas les épinards. Sortez prendre l'air, il y a plein de choses à faire. Non, gardez la maison pour vous, mais ici c'est notre territoire, on y fait ce qu'on veut. Exactement. Ok, vous ne laissez pas le choix. Puisque toute la maison est à nous, ça comprend le disjoncteur. Bon c'est bon, vous avez gagné. On sort. Les plateformes vidéo vous poussent à enchaîner les épisodes de séries. Ce gavage a des effets néfastes sur votre sommeil et votre alimentation. Il est indispensable d'apprendre à vous réguler. Montrez l'exemple. Vous êtes censé être déguisé en quoi? On est les personnages de la série Choses étranges. J'ai vu les choses étranges, ouais. Et un ringard. On serait déguisé. Gaël, est-ce que tu binges? Je co-binge. Oh là, mon Dieu, il co-binge. Je subis le binge de ma femme ou de mes enfants, mais j'ai du mal à suivre les séries. Il y a un moment quand ça suit pas un fil logique, où les ordinateurs font bip-meu comme ça, alors que dans la vraie vie, ils font pas ça. Je décroche. Il décroche et il ne binge pas. Vous saurez tout, littéralement, des pratiques numériques de Gaël Musquet. On va continuer, justement, à parler avec Gaël, mais pas que, avec nos invités, Maxime Rosiewski et Emanuela Todorova. Dans notre question du jour, on va se poser les bonnes questions. Est-ce qu'un homme féministe, ça existe? Réponse avec la première partie du talk. Et à nos côtés aujourd'hui, Maxime Rosiewski, vous êtes producteur, mais pas que, homme féministe surtout, auteur de ce petit manuel de féminisme au quotidien qui est paru il y a quelques jours chez Marabout. Vous vous lancez aussi dans des propositions et des initiatives d'éducation
aux médias, d'éducation aussi à ce féminisme et à la façon dont on peut lutter contre les violences sexistes, sexuelles avec Remixed. C'est quoi en un mot ? Absolument, Remix est un outil de sensibilisation et de sondage auprès des entreprises, mais aussi maintenant auprès des étudiants, puisqu'on commence à s'attaquer aux universités et j'espère demain aux écoles, pour sensibiliser les adultes et les moins grands au sujet de diversité et inclusion, mais de manière ludique. Parce que sur ces sujets-là, qui sont devenus des enjeux fondamentaux dans la société, je suis absolument convaincu en tant que féministe, qui n'est pas un gros mot, on pourra en reparler, mais aussi en tant que producteur, vous l'avez souligné, qu'il faut renouveler les outils et savoir s'adresser aux gens de manière apaisée sur ces sujets. Elle sensibilise aussi, c'est sa mission première. Emanuela Todorova, vous êtes en duplex avec nous depuis Strasbourg, puisque c'est le siège de votre association Dis bonjour sale pute. Au départ, c'était un compte Instagram, un compte qui avait envie justement de pouvoir poser ces sujets sur les réseaux, donner à voir ce que veut dire le harcèlement de rue, les violences sexuelles et sexistes. Vous en avez même tiré un livre, Dis bonjour sale pute, comprendre le harcèlement, le dénoncer et agir, aux éditions Le Duc. Et c'est aussi des podcasts de sensibilisation qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Votre association vient d'entrer à l'Éducation nationale. Ça y est, vous avez obtenu l'agrément pour pouvoir intervenir en classe. Tout à fait. Quelle belle description. Et justement, c'est intéressant le fait de pouvoir désormais apporter justement cette parole en classe, que ce soit auprès des écoles de primaire, des élèves de primaire, collège ou lycée. Je crois que ça a été un long combat parce qu'au départ, le nom tout seul de l'association faisait que l'Éducation nationale ne voulait pas vous recevoir, ce qui paraît complètement dingue. Oui, ça a été un long combat d'1 an et demi où on a essayé de faire comprendre tout simplement qu'on était là pour faire évoluer les mentalités et surtout faire de la prévention auprès des jeunes. Et malheureusement, le nom de l'association nous a bloqués. On m'a souvent demandé de changer le nom, sauf que le problème n'est pas là, le problème est plutôt ailleurs en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut encore silencier la réalité du terrain ? Donc on a décidé de garder le nom et je me suis battue pendant 1 an et demi pour obtenir cet agrément qu'on a enfin eu du coup en février de cette année et qui nous donne un peu plus en tout cas de crédibilité pour intervenir en milieu scolaire. Pour autant, on n'a pas attendu l'agrément avant de commencer à intervenir parce que la prévention, c'est primordial en fait dans ce combat. Oui, et je crois que vous faites aussi de la prévention, notamment dans les milieux festifs, dans des festivals aussi, dans un très grand nombre de lieux où ces violences sexuelles et sexistes peuvent arriver. Parce qu'on va rappeler ce chiffre, en France, 6 femmes sur 10 ont déjà été agressées verbalement ou sifflées dans la rue par des hommes. C'est littéralement tous les lieux dont on est en train de parler. Oui, clairement. En fait, il n'y a pas d'endroits qui sont épargnés. Les femmes subissent du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles dans la rue, au travail, à l'école, mais aussi très tristement et majoritairement aussi au sein de leur foyer. Les violences conjugales ne cessent d'augmenter. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire de la prévention partout. Et effectivement, en milieu festif, notre objectif aussi, c'est de prévenir, de dire qu'une main aux fesses, c'est une agression sexuelle, qu'on ne doit pas forcer les gens à boire, que mettre de la drogue dans les verres des autres, c'est pas bien. Parce que malheureusement, c'est des comportements qui sont encore souvent banalisés aujourd'hui et on est obligé de faire de la prévention sur ces sujets, toujours en essayant d'avoir un discours non moralisateur et d'avoir des échanges ludiques pour que ce soit constructif et pas qu'on se confronte à des murs. Oui. Et rappeler, encore une fois, les définitions légales de ces actes. Tous ces actes ont une conséquence absolument nécessaire qu'il faut justement rappeler. Là aussi, vous remettez, Maxime, de votre côté, des définitions sur les mots avec ce petit manuel du féminisme au quotidien chez Marabout. C'est un livre qui s'adresse aux femmes pour changer concrètement leur quotidien. Il s'adresse aussi aux hommes qui ne savent pas forcément comment justement pouvoir contribuer à ces changements de mentalité. Comment est-ce qu'on s'y prend pour jouer le jeu de l'égalité au travail, mais aussi à la maison, en soirée, dans la rue. C'est important, encore une fois, de faire de la pédagogie aujourd'hui sur ces sujets-là. Oh oui, comme c'est important d'en faire. Et surtout, comme vous l'avez rappelé, Marjorie, c'est très important de rappeler la réalité des chiffres. Et dans ce petit manuel, il y a beaucoup de chiffres. Il y en a pas mal. Et je commence d'ailleurs le livre en répondant aux questions que les féministes doivent affronter en permanence, du type « on parle trop de l'égalité entre les femmes et les hommes »,« vous voulez bouleverser notre société »,« vous voulez transformer les petites filles en petits garçons ». Enfin, on est quand même face à cette campagne de fake news en permanence. Un peu moins, je dois dire, qu'il y a quelques années quand j'étais au ministère des Droits des Femmes, mais quand même de manière assez tenace. Et c'est très important d'objectiver en fait la situation, de dire, comme on l'a dit à l'instant, que les violences faites aux femmes, que les inégalités salariales, que les stéréotypes de genre
pourrissent la société et que nous sommes dans une société patriarcale. Ça n'est pas un gros mot. Société patriarcale, ça veut juste dire que c'est une société qui est dominée par les hommes dans tous les domaines, économiques, culturels, politiques. Et finalement, est-ce que c'est normal quand on a plus de 50% de femmes dans une société? Donc, objectiver les choses et puis, comme vous l'avez dit après, de manière assez apaisée, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, répondre aux questions qu'on me pose le plus depuis le début de mon engagement, c'est-à-dire grosso modo depuis 11 ans. Oui, il y en a 30, elles sont très pratiques. Oui, en fait, c'est pas un manuel du militantisme. Il y a des gens qui le font et c'est très bien. Je pense qu'on a besoin de militants et on a besoin de militantes. Et on a besoin aussi d'avoir des gens dans les cortèges des manifs. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment pour les personnes qui, au quotidien, se disent tiens, quelque chose a changé dans les comportements. En tant qu'homme, je peux peut-être plus faire ce que je faisais avant. En tant que femme, j'ai plus envie de me résigner à la maison quand mon homme fait 10% des tâches ménagères quand j'en fais 70, voire plus. Et donc, il y a un certain nombre de clés d'entrée sur des sujets d'éducation, de tâches ménagères, de charge mentale, mais aussi de comportements qu'on doit avoir au travail. Et puis, comme vous l'avez dit, un rappel assez strict, parce que moi, je suis avocat de formation, donc c'était important pour moi. Rappel à la loi. De droit, des sanctions encourues, et que ce soit d'ailleurs du moindre agissement sexiste jusqu'à l'agression sexuelle. Ouais, d'autant plus que ces comportements sexistes, on peut toutes et tous y être confrontés, mais surtout les véhiculer. C'est dont on se rend compte aussi à la lecture de votre livre. Vous apportez des réponses pratiques, encore une fois, pour se responsabiliser, pour pouvoir trouver, encore une fois, le juste milieu au quotidien, avec nos enfants, dans notre couple, au travail, dans notre foyer. Encore une fois, c'est très pratico-pratique, mais... Emmanuela, ces comportements sexistes, on peut toutes et tous les véhiculer avec beaucoup de bienveillance en réalité. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir les identifier, les reconnaître? Je pense que, encore une fois, tout est une question de prévention, de discussion, d'éveil. Souvent, ce que je dis, c'est que donc là, il y a effectivement le livre de Maxime qui est sorti et qui, je pense, est un outil pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les personnes qui disent qu'elles ne sont pas au courant ou qu'elles ne s'intéressent pas au féminisme, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des podcasts, il y a des livres, il y a des sites internet, il y a des blogs, il y a des comptes Instagram, il y a énormément de contenu en fait pour s'éduquer. Et aujourd'hui, c'est un peu facile quand il y a des personnes qui ont des comportements sexistes et sexuels, qui véhiculent du sexisme ordinaire et qui disent qu'elles ne sont pas au courant. Moi, je trouve aujourd'hui que c'est un petit peu facile d'avoir cette réponse parce que les médias s'emparent de plus en plus de ce sujet et sur les réseaux sociaux, c'est partout. Donc voilà, aujourd'hui, toutes les clés sont à disposition pour pouvoir changer ces comportements. Après, il y a souvent des phrases ou des réflexes de réflexion qu'on va avoir qui sont sexistes et qui ne sont pas OK. L'essentiel, c'est soit qu'on s'en rende compte. Je vais vous donner un exemple très bateau, mais quand on dit, je ne sais pas... pour rigoler, entre guillemets, femme au volant, mort au tournant, c'est tout à fait sexiste. Et l'essentiel, c'est de se rendre compte que cette phrase n'est juste pas OK et qu'on va arrêter de la dire. Et voilà. Et en fait, c'est des prises de conscience aussi. Moi-même, ça peut m'arriver encore aujourd'hui, des fois, de dire quelque chose qui peut être sexiste sans me rendre compte. Et soit quelqu'un va me dire autour de moi, mais tu te rends compte que ce que tu as dit, c'est ultra sexiste. Soit moi, je me rends compte que c'est pas du tout OK. Et après, libre à moi, en fait, tout simplement, de faire évoluer mon vocabulaire. Donc, c'est à la portée de tous et de toutes. Maxime, vos conseils à vous pour justement pouvoir déceler ces comportements dans chacun de nos actes au quotidien, ce seraient lesquels? Déjà, pour venir sur ce que vient de dire Emmanuela, de très très intéressant, c'est quand elle parle de ce dicton femme au volant, mort au tournant, c'est très intéressant, ce que je disais tout à l'heure, d'objectiver les choses parce que sur la route, l'immense, j'ai même envie de dire l'écrasante majorité des accidents sont causés par des hommes, en tout cas des accidents mortels. Donc vous voyez finalement que même dans les faits, tout ça est complètement imaginé et c'est très intéressant comme exemple. Alors, donc c'est surtout facile à les construire par du factuel. Oui, par les études de genre, parce que ce qui est très important et il faut absolument que les personnes à la maison qui regardent l'émission le comprennent, c'est qu'il n'existe pas de théorie du genre. On nous a beaucoup bassiné, et notamment à l'école, puisque c'est de ça dont on parle beaucoup aujourd'hui. L'école, comme n'importe quel endroit dans la société, n'accueille pas la théorie du genre, puisque cette théorie n'existe pas. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Vous savez, tout le monde a entendu parler, mais personne n'a jamais vu. La théorie du genre, elle n'a pas de définition. Il y a des études de genre, c'est-à-dire, par exemple, études de genre, les hommes tuent plus que les femmes sur la route. Les hommes violentent plus les femmes que l'inverse. Voilà, ça, ce sont des études de genre. La théorie du genre, que certains fantasment comme étant quelque chose où on veut remplacer les filles en garçons, j'ai entendu des choses complètement absurdes, ça n'existe pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de désinformation et de
fake news qui sont véhiculées sur ces sujets. Mais le problème, c'est que ces fake news emportent des conséquences, puisque quand j'étais au ministère des Droits des Femmes, avec Najat Vallaud-Belkacem, nous avions voulu introduire les ABCD de l'égalité, qui étaient des petits modules parfaitement inoffensifs pour apprendre le respect et l'égalité, et des campagnes de désinformation ont vraiment permis le retrait. Et j'insiste sur ce point pour dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pour l'éducation à l'égalité qu'il faut le dire. Il ne faut pas juste être d'accord, il faut le dire. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord, eux, ils le disent, eux, ils prennent la parole et après, ils obtiennent des retraits. Donc, en fait, il ne suffit pas de penser, il faut agir. Et pour faire le lien avec ce que vous venez de me demander, il faut agir aussi à la maison. Et alors, comment on fait ? On observe déjà avec humilité quand on est un homme, mais aussi une femme, parce que les femmes, comme l'a dit Manuela, elles véhiculent aussi des stéréotypes. On observe. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, par exemple, dans le débarrassage de la table, les tâches ménagères, est-ce qu'il n'y a pas des inégalités de genre qui se nichent ? Est-ce que, par exemple, sans faire exprès, à table, les garçons ne prennent pas plus la parole ou ne l'occupent pas plus ? Donc, vous voyez, c'est une manière finalement de changer ses lunettes et de se dire, tiens, je vais regarder la société, je vais regarder ce qui se passe chez moi et au travail à travers ces lunettes-là. Et dans un deuxième temps, et ça je le répète beaucoup dans le livre, il faut agir. Vous savez, on m'a beaucoup dit qu'en tant qu'homme, j'avais pas trop ma voix au chapitre parce que je pouvais pas dire que j'étais féministe parce que j'étais un homme. Je pense que cette espèce de division est totalement dépassée. Aujourd'hui, la division, elle est tout simplement entre celles et ceux qui veulent l'égalité, celles et ceux qui ne la veulent pas, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et dans celles et ceux qui veulent l'égalité, il y a une nouvelle division. Il y a celles et ceux qui le proclament et d'autres qui agissent. Moi, j'ai l'impression de faire partie de ceux qui agissent. Eh ben, en l'occurrence, je me souviens bien de ce titre d'homme féministe, premier du genre s'il en est, pour les trophées Média Club L. J'étais à côté de vous quand vous l'avez reçu. Donc je me souviens particulièrement bien de ce titre. On va revenir d'ailleurs sur cette question, mais d'abord sur la question de agir. Je voulais notamment vous rappeler cette action de 3 associations, notamment SIDAction et Planning Familial, déposée il y a quelques jours à peine pour non-respect de la loi Aubry. La loi Aubry de juillet 2001, c'est la loi qui justement impose, mais aussi permet cette éducation à la sexualité à l'école. Or, des inspectrices d'académie, on en avait parlé dans cette émission, ont prouvé que la loi n'était respectée que par 25% des établissements scolaires. D'après le Code de l'éducation, les élèves des écoles, des collèges et des lycées doivent bénéficier d'au moins 3 séances annuelles, y compris, et c'est ce qui va recouper notamment notre propos, une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans la pratique. Encore une fois, on est loin du compte. Une plainte a donc été déposée devant le tribunal administratif de Paris pour mettre l'État devant ses responsabilités. C'est important d'en passer aussi par ces actions, Emanuela. Oui, clairement, c'est important de passer par ces actions-là parce que c'est aussi avec des associations qui sont nationalement connues et qui portent des messages comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer les choses parce que malheureusement, des fois, quand on essaye de faire évoluer les mentalités à notre petit niveau, on n'arrive pas à toucher autant de personnes. Et des actions comme ça sont nécessaires pour, d'une part, mettre le doigt sur des vraies problématiques et puis aussi encourager d'autant plus de personnes à s'engager sur ces sujets et à prendre conscience de choses qui sont banalisées et qui sont invisibilisées. Donc, moi, j'encourage énormément toutes les associations qui peuvent porter des messages comme ça, notamment des associations qui sont installés sur le milieu associatif et qui sont connus par le gouvernement depuis toujours et qui vont vraiment pouvoir avoir une portée et un impact. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, qui est très important, c'est que éducation à la sexualité et éducation à l'égalité, au respect, c'est pas la même chose. Le Code de l'éducation prévoit depuis des décennies, et d'ailleurs je crois que c'était la droite qui l'avait institué, l'éducation à l'égalité. Donc c'est une obligation, un peu comme les maths ou l'histoire géo. L'éducation à la sexualité, c'est aussi une obligation, mais on n'y apprend pas les mêmes choses et pas aux mêmes âges. Donc autrement dit, celles et ceux qui nous écoutent peuvent se dire « Ah, on va parler de sexualité à mes enfants en maternelle », puisque le président Macron avait dit qu'il voulait l'éducation à l'égalité dès la maternelle. Il allait assez loin d'ailleurs, et tant mieux. Mais ça n'est pas le cas. Donc il faut vraiment distinguer ces 2 apprentissages. D'autant plus qu'en fonction des classes, dans ce qu'on englobe dans l'éducation à la sexualité, on va d'abord parler de consentement, de respect du corps, on va monter en puissance, si je veux dire, sur toutes ces informations-là et la façon dont on va pouvoir gérer de façon holistique cette éducation à la sexualité qui n'est pas une éducation au Kama Sutra, on le rappelle ici si c'était nécessaire. Chloé Thibault, journaliste indépendante et incroyable justement enquêtrice sur ces questions, était venue nous en parler il y a quelques temps. Dans un instant, on va continuer à parler justement de la façon dont on peut toutes et tous réussir à vouloir l'égalité. Est-ce que ça demande du courage ou pas? Mais d'abord, je vais vous laisser sur ces images. Dis bonjour sale pute, le compte Instagram. Voilà ce que ça donne quand Emanuela vous dénoncez notamment ces violences sexistes et sexuelles.
Hier soir, je suis sortie dans un bar que j'adore. Et à un moment donné, j'étais posée sur les escaliers et j'attendais mes copines. Et là, d'un coup, il y a un commis qui passe. Il me regarde de façon bien dégueulasse comme on aime, genre... Tu vois très bien, hein, tu vois, ouais, tu vois, on se sait. Donc je le regarde comme ça. Et là, le gars, il fait pas quoi? Non mais rien que de vous le montrer, là, j'ai les nerfs. Il s'approche de moi et il me fait comme ça. Genre, ce petit merdeux, là, il a pris sa main, il a mis son pouce dans ma bouche. Alors, pour information, c'est une agression sexuelle, ok? Parce que la bouche fait partie des zones considérées comme étant des zones qui font partie de la catégorie des agressions sexuelles. Donc, il y a les fesses, l'entrejambe, les seins, la bouche. Et franchement, ça m'a choquée. Et là aussi, j'aimerais déculpabiliser toutes les personnes qui disent qu'elles sont féministes et qui, dans ces situations-là, savent pas du tout comment réagir et des fois, elles sont sidérées. C'est ok, c'est normal, en fait, d'être sidérée devant autant de... J'ai même pas les mots pour qualifier son geste, en fait. C'est important, je voudrais quand même qu'on commente rapidement ces images avec vous, notamment Emmanuela et Maxime. C'est important quand même de rappeler, encore une fois, ce qui peut être une agression sexuelle ou pas, redonner aussi confiance aux victimes de cette agression, leur dire que c'est ok, leur dire que c'est pas grave de ne pas avoir su réagir au moment où l'agression s'est produite, parce que la sidération, ça fait aussi partie du processus d'assimilation de cette agression. Oui, c'est important d'une part de dénoncer parce qu'on invisibilise encore une fois trop ces gestes-là. La main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Quelqu'un qui se frotte à vous, c'est une agression sexuelle. Mettre le doigt sur la bouche, c'est une agression sexuelle. Mettre le doigt dans la bouche, c'est un viol. Donc c'est important de rappeler aussi tous ces termes-là et d'arrêter de faire comme si c'était normal. Que les hommes possèdent le corps des femmes, clairement. Et c'est aussi important de déculpabiliser les victimes. Ce qu'on remarque souvent, nous, quand on discute avec les victimes, c'est qu'après avoir subi du harcèlement ou une agression, si elles n'ont pas trouvé une façon de réagir qui leur convienne à ce moment-là, souvent elles sont sidérées, elles ne savent pas comment réagir, parce que ça reste toujours un choc, même si on est prévenu de ce qu'on subit dans l'espace public. Elles vont après s'auto-culpabiliser. « Ah, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû faire ça ». Et souvent, l'entourage aussi va clairement, c'est la culture du viol. Ils vont dire « Ah, mais ça va, c'est pas grave, finalement, t'es en vie, tu t'es pas fait violer, tout va bien, arrête d'en faire un plat, etc. » Passe à autre chose. Et c'est important, déjà, de rappeler que ces gestes-là sont dangereux pour le mental et pour, tout simplement, pour toutes les personnes qui les subissent. Et c'est aussi important de rappeler aux victimes que c'est OK de ne pas avoir su comment réagir sur le moment, d'avoir été sidéré, parce qu'être sidéré, c'est une réaction tout à fait normale, en fait, quand on subit quelque chose de violent. Et c'est important de ne pas continuer à s'en vouloir, parce que c'est la double peine. Déjà, on subit quelque chose qui n'est pas normal, et en plus de ça, quand on rentre chez nous, on va d'autant plus culpabiliser. « Ah, mais j'aurais dû lui en mettre une, j'aurais dû l'insulter, j'aurais dû réagir, etc. » Ne vous culpabilisez pas. Vous avez déjà subi quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez réagi comme votre instinct vous a dicté de le faire à ce moment-là, et c'est la meilleure chose que vous ayez pu faire. Et ça, c'est vraiment un message qu'on essaye de véhiculer tout le temps. Maxime, là aussi, toujours très important de donner évidemment la parole aux victimes, d'être avec elles sur ce processus aussi d'analyse de ce qui vient se passer, dans leur agression, mais aussi pour montrer à défaut aux agresseurs les conséquences de leurs actes. Oui, alors c'est vrai qu'on ne parle pas déjà suffisamment des agresseurs. On parle beaucoup des victimes, et heureusement, mais on est dans une société dans laquelle plus de 9 actes violents sur 10 sont le fait d'hommes. Donc il est temps de s'intéresser à ces hommes qui sont nos pères, nos frères, nos voisins. Bref, on connaît statistiquement toutes et tous des hommes qui ont été violents, physiquement ou psychologiquement. Donc il va falloir mettre les moyens, parce que les violences faites aux femmes, c'est beaucoup une question de moyens. Combien d'argent on met sur la table pour accompagner les victimes, ça c'est l'ultra priorité. Mais aussi commencer à s'interroger sur des actions de prévention et de réparation pour les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Comprendre les mécanismes et s'intéresser à ces sujets-là, c'est réaliser que la culture patriarcale dans laquelle on est vient de très loin, et notamment de la manière dont on éduque nos enfants. Vous avez appelé cette émission « Tu seras féministe, mon fils ». C'est très intéressant parce que ça fait écho à la manière dont on va parler de masculinité, dont on va parler de virilité à nos enfants, et particulièrement à nos fils, dans cette idée que non, être un garçon aujourd'hui en 2023, ça n'est pas
intérioriser ses sentiments, c'est les exprimer. Ça n'est pas se dire qu'on est uniquement un garçon parce qu'on est fort. Et c'est quoi la force finalement ? Être fort, c'est peut-être empathique finalement. C'est pas juste montrer les muscles. Donc voilà, c'est tout un tas. En fait, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est évidemment des actions de répression, de sensibilisation, mais c'est aussi toute une culture collective qu'il va falloir réinventer. Gaël, très vite, parce que Édouard Degnaud attend son zap. Non, juste rebondir là-dessus, ça commence très tôt, effectivement, à l'Observatoire de Vernon, où je reçois souvent des enfants. J'ai des petits garçons qui me disent, et qui disent directement aux filles, les télescopes, là, c'est pas pour toi, c'est pour les garçons. Et ça commence très tôt. Comment hostile ? Ça commence très tôt. Ils ont 4, 5, 6 ans. Non, mais même avant. Et le combat féministe est aussi ça. On a aussi notre part, nous, hommes, à prendre sur ces sujets-là et reprendre ces jeunes garçons en leur expliquant, en leur montrant des figures féminines qui ont fait qu'ils soient devant moi aujourd'hui, puisque ces femmes ont permis à l'astronomie d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Absolument. Absolument. CF Margaret Hamilton pour les intimes. Voilà, je n'irai que ça. On se retrouve juste après ce zap d'Édouard Degnaud et on continue à parler justement de la façon dont on peut toutes et tous gommer ces comportements sexistes et sexuels au quotidien, mais aussi devenir toutes et tous féministes. Et c'est pas un gros mot. Et c'est le zap d'Édouard Degnaud. Hi there. Today I'm going to show you how you can tune physics so you can make your own tennis ball. Alright, so I already modeled my ball so we can jump straight into the physics editor. Now, with the push of a button, you can enable physics. And most of the time that's all you'll ever need to do. But we are making a ball and you need... Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Maxime Rosiewski, d'Emanuela Todorova et de Gaël Musquet. Ça tombe bien, puisque Gaël a une idée derrière la tech. Et on reparle aujourd'hui avec toi, Gaël, de ces séismes et de ces catastrophes naturelles. On sait que tu mènes énormément d'actions en la matière en tant qu'hacker éthique. Tu veux nous parler d'un système en open source, en open data, qui s'appelle Raspberry Check et qui aide justement les hackers comme toi en situation d'urgence. Complètement. Les séismes, malheureusement, sont les catastrophes naturelles les plus meurtrières. Elles sont moins fréquentes, ces catastrophes. Les catastrophes géologiques sont moins fréquentes que les catastrophes climatiques. Pourtant, ces 20 dernières années, elles représentent plus de 50% des morts. Donc, plus de la moitié des morts des 20 dernières années de catastrophes naturelles sont liées malheureusement à ces crises géologiques. Et malgré tous les progrès que la science et technique ont fait ces 3 derniers siècles pour essayer de comprendre ces phénomènes-là, on n'arrive toujours pas à prédire et à prévoir ces catastrophes. Et donc, il faut encore travailler dur, étudier, essayer de comprendre, observer ces différents phénomènes pour pouvoir alerter les populations en temps et en heure. Et c'est une des initiatives d'ailleurs qui m'a particulièrement marqué ces dernières années autour de ces catastrophes naturelles, comme pour Wikipédia qui fait une encyclopédie libre, OpenStreetMap qui fait un atlas libre du monde, OpenFootFacts
une base de données de tous les aliments. Il y a une communauté de shakers. Ce ne sont pas des biscuits ou des mélangeurs à cocktail. Ce sont des personnes passionnées de séisme qui ont déployé un réseau de sismomètres connectés et sous licence libre, le ShakeNet, qui est constitué de Raspberry Pi Shake. Donc on prend les données et on les mixe ensemble. J'imagine qu'il y a quand même un lien avec Raspberry Pi. Complètement. En gros, ce projet est né d'une campagne de financement collaboratif sur Kickstarter en 2016 dans une ville du Panama qui s'appelle Volcan. Et le fondateur, en fait, a voulu utiliser cette Raspberry Pi, ce petit ordinateur de poche, avec une carte électronique au-dessus, qui permet, en fait, d'écouter... comme notre ingé son, la Terre. Donc là, on a un microphone. Et en fait, les Raspberry Shake et les Raspberry Shake, en fait, ce qu'elles vont avoir, c'est des géophones, en fait. Ce sont des micros, mais à séisme, des microbaromètres qui vont mesurer de toutes petites variations de la pression atmosphérique, mais aussi des accéléromètres qu'on a dans nos téléphones, de savoir dans quelle position se trouvent nos téléphones, en position portrait, en position paysage. Et tous ces capteurs-là, en fait, mis au-dessus de la Raspberry, on bénéficie en fait de la miniaturisation des composants électroniques qui avant prenaient une pièce grande comme celle-là. Il fallait des machines de cette taille pour pouvoir détecter des séismes. Aujourd'hui, tout ça tient dans la paume d'une main et a une qualité de mesure professionnelle. Et tu nous le disais dans une précédente émission, prédire les séismes, c'est quasiment impossible. Les détecter, par contre, juste au moment où ils vont se produire, ça c'est faisable. Une fois qu'on les a détectés, d'ailleurs, il se passe quoi ? Alors, ce qui est énorme, en fait, avec toutes ces communautés que j'ai citées, que ce soit Wikipédia, OpenStreetMap, OpenFootFacts et donc le réseau Raspberry Shake, c'est la communauté. C'est là, en fait, où le fait d'être en réseau pour pouvoir détecter, analyser toutes ces informations, c'est là, en fait, que l'humanité s'illustre particulièrement. Il faut plusieurs stations, en fait, Raspberry Shake, pour isoler le bruit de l'activité humaine. Tous les mouvements humains sont des petits séismes, les transports, les travaux, le fait de taper sur la table, ce sont des petits séismes. Surtout pour l'ingé son. Des séismes, pour lui, le pauvre, terrible. Petit message. Et donc, ces bruits, en fait, communs à plusieurs stations sont effacés, décalés pour pouvoir isoler uniquement la partie qui nous intéresse, à savoir le séisme. Et ShakeNet, en fait, c'est un peu ça, c'est être capable de mutualiser l'ensemble de ces données et de pouvoir en fait détecter des événements qui, là, pour le coup, sont dangereux, qui peuvent être des éruptions volcaniques, qui peuvent être des séismes, des glissements de terrain sous-marins. Et cette activité sismique mondiale, qui est mesurée par ces différents réseaux, par ces différentes stations, permettent justement d'envoyer des alertes. Il y a même une application ShakeNet qui permet en fait de recevoir ces différents alertes. C'est des réseaux mondiaux comme l'USGS, comme le CSEM, donc le Centre de sismologie euro-méditerranéen. Là, on est sur du français européen. L'USGS, c'est l'agence géologique américaine, commence à utiliser ces données comme source secondaire, parfois primaire, parce qu'ils n'ont pas forcément de sismomètre à l'endroit où s'est produit en fait cette catastrophe. Et donc des réseaux d'alerte comme même Google aujourd'hui commence à utiliser ces différentes données pour pouvoir en temps et en heure envoyer des alertes quelques secondes. Alors évidemment pas à l'épicentre, mais quelques secondes après, pouvoir donner des informations qui caractérisent ce séisme, évidemment sa magnitude, son épicentre, mais aussi dire aux gens attention, dans quelques secondes vous allez être potentiellement dans une zone touchée par une activité sismique, plus ou moins forte. Et donc ces web services aujourd'hui sont mis à disposition par le réseau ShakeNet pour que tout un chacun puisse à la fois se doter de ces stations de mesure, mais aussi transmettre ces différentes alertes. Et on rappelle justement que le séisme de février dernier en Turquie et en Syrie a fait plus de 50 000 morts. Merci évidemment pour cette info. Gaëlle, je vais te demander de garder ta casquette de hacker éthique dans un instant parce qu'on ouvre la deuxième partie de notre talk. Tu seras féministe, mon fils, avec Maxime Revniewski et Emmanuela Todorova. On va voir l'importance du travail des hackers justement dans la lutte contre les comportements sexuels et sexistes.
va rouvrir cette partie avec toi directement. En effet, en tant qu'hacker éthique, tu accompagnes régulièrement des associations, des initiatives comme Stop Ficha pour essayer justement de lutter contre ce phénomène du ficha qui est d'afficher sur les réseaux sociaux et bien finalement une victime qu'on va justement cibler pour se venger d'elle et pour diffuser des images d'elle qui peuvent être nues, qui peuvent être dans des positions un peu compliquées. Quel est ton travail au quotidien avec ces associations? Alors aujourd'hui, c'est surtout une éducation en fait à l'hygiène numérique, que la nudité, que les relations qu'on peut avoir avec des camarades de classe en début d'année peuvent se dégrader en cours d'année et entraîner malheureusement des comportements de type harcèlement. Donc mon travail, il est essentiellement là au début des années scolaires en général, d'accompagner en fait dans les centres sociaux, les centres culturels, ces jeunes filles et ces jeunes hommes aussi. La nudité ne concerne pas que les jeunes filles. Et comme tu le disais, les comptes ficha, ce sont des comptes qui vont sur les réseaux sociaux afficher, c'est du verlan d'afficher des victimes. Stop Ficha d'ailleurs n'utilise pas le mot revenge porn parce qu'il est connoté sur de la vengeance. Pourquoi on se vengerait? Enfin, là, on n'est pas sur de la vengeance. Porn, pareil, la personne n'a pas donné son consentement à afficher sa nudité, donc on n'est pas sur la production de contenu pornographique. En revanche, on est d'un point de vue légal sur là quelque chose d'illégal qui est de diffuser des images, quelles qu'elles soient, nues ou pas, de personnes sans leur consentement. Et effectivement, on lit la ligne et pourquoi cette association Stop Ficha a été créée. C'est d'un point de vue judiciaire déjà enquêter et détecter ces comptes ficha et les dénoncer. C'est un travail de longue haleine. Le deuxième, évidemment, c'est d'accompagner les victimes de ces différents comptes et évidemment d'éduquer. Plus on sera nombreux, tout acteur confondu, moi en tant que père, en tant que voisin, en tant qu'acteur au contact de ces enfants, à transmettre ces messages d'hygiène numérique, évidemment, mieux on aura d'actions de prévention, mais aussi moins on aura évidemment de dérives, à la fois des personnes qui vont harceler et divulguer, mais aussi la production de ces contenus sur des mauvaises utilisations du téléphone, de mauvaises utilisations des réseaux sociaux qui peuvent mettre en danger des potentielles victimes. Encore une fois, de la pédagogie à l'état pur. On peut dire que Gaël, c'est un homme féministe, Maxime? Oui, en fait, il semble l'être. Encore une fois, tout se prouve. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, le féminisme, c'est quelque chose qui s'éprouve, c'est quelque chose qui se démontre, en fait. Et d'ailleurs, revenons sur le mot féministe. Féministe, pour moi, ça veut dire être pour l'égalité et le traduire en acte. Après, d'autres personnes vont avoir des définitions différentes. Je le dis parce que autour de moi, et souvent quand je fais des conférences, je demande qui est pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout le monde lève la main. Et après, quand je dis qui est féministe, la moitié de la salle, femmes comprises, ne lève plus la main. Enfin, un peu moins de la moitié. Ce qui veut vraiment dire qu'il y a quand même un souci. Il y a des personnes qui ont des réserves par rapport à ce mot parce que ça les renvoie à un imaginaire un peu trop clivant, alors que moi, ça me renvoie justement à celles qui ont bouleversé la vie des femmes, mais dans le bon sens. Les Simone de Beauvoir, les suffragettes, Gisèle les Malala, Halimi, exactement, et qui ont permis justement d'avoir ces acquis. Donc oui, Gaël est féministe s'il traduit ses pensées en actes et surtout s'il se donne les moyens aussi à travers son éducation, l'éducation qu'il donne à ses enfants, que ses enfants soient eux-mêmes des féministes en puissance. Alors, je ne vais pas faire l'affront à Emmanuela, certainement pas de lui demander à partir de quand elle est devenue féministe, mais je voudrais plutôt vous retourner la question, Emmanuela. Comment est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui ce juste milieu quand on est un homme, un GPS en quelque sorte, pour pouvoir justement adapter, changer ses comportements? L'essentiel, encore une fois, ça passe par l'éducation et l'auto-éducation, aussi écouter les personnes autour de soi, s'engager dans des associations qui œuvrent et qui luttent en fait plutôt contre les violences sexistes et sexuelles. Comme le disait justement Maxime, se dire féministe c'est une chose, mais vraiment avoir les actes qui vont avec la parole, c'est vraiment important. Soutenir, s'engager dans des associations, éduquer ses potes aussi, reprendre ses potes quand ils ont des discours qui ne sont pas OK. D'ailleurs, tout son entourage en général, vraiment essayer de réagir un maximum pour apporter sa pierre à l'édifice.
Et puis, voilà, tout simplement, je pense que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais non, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable et qui est à la portée de toutes et de tous. Vouloir l'égalité, aujourd'hui, ça demande encore du courage. J'ai pas entendu le début. Vouloir l'égalité, est-ce que vouloir l'égalité, Manuela, ça demande du courage, aujourd'hui, cette égalité entre femmes et hommes? Je ne sais pas si ça demande du courage, mais on a du mal à y croire des fois. Donc ça peut sonner comme quelque chose d'utopique. Moi, je reste optimiste et j'ai envie d'y croire, évidemment, mais des fois, on avance d'un pas et puis on recule de 5 pas 10 minutes après. Donc c'est encore quelque chose qui est compliqué à concevoir. Mais il faut qu'on continue à lutter en ce sens pour faire en sorte que les choses évoluent clairement. Ça demande du courage parce que j'ai pu observer sur certaines requêtes que j'ai des demandes d'intervention, sur des conférences, sur des plateaux télé. Laisser sa place parce que j'estime parfois que sur certaines thématiques, les femmes ne sont pas assez présentes. Dans le cas de la cyber, je me suis permis de faire des listes paritaires, 3 hommes, 3 femmes, pour envoyer aux rédactions, pour dire voilà, vous avez une liste de femmes qui pourraient s'exprimer sur ce sujet-là. Et pour rebondir sur ce que je disais, je suis papa, donc j'ai essayé de bien faire les choses en parité. J'ai fait un garçon et une fille. Mais dans l'éducation que je transmets à mes enfants, c'est aussi le regard qu'ils portent sur la manière dont je me comporte, évidemment, avec leur mère, mais aussi avec mes collègues, quand ils sont avec moi au quotidien ou lors de mes déplacements. C'est aussi ça qui fait, parfois sans le dire, ces rôles modèles en tant qu'homme. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'on ressent au plus profond de soi, parce que je me reprends sur la question que vous m'avez posée, Marjorie, quand vous m'avez demandé si Gaël était féministe. En fait, moi, finalement pas. Non. C'est pas ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je considère que personne ne donne des brevets de féminisme. En fait, alors, ni moi, ni personne, on m'en a suffisamment essayé de m'en donner par le passé. Je crois que c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. Et si d'ailleurs des gens sont vraiment viscéralement pour l'égalité, mais qu'ils ont du mal avec ce mot, moi je suis pas ayatollah là-dessus. S'ils n'ont pas envie de se dire féministes, ils préfèrent se dire égalitariste ou rien du tout. À partir du moment où ils agissent, c'est bon. Donc faisons juste attention à ce mot-là, et en tout cas aux actes toujours. Et sur le courage, moi je crois que ça dépend beaucoup des actes. C'est-à-dire que dire à un garçon débarrasse la table, c'est ta sœur qui le fait depuis que je te connais, depuis que t'es né, c'est pas du courage en fait, c'est du bon sens. En revanche, intervenir quand une personne est victime de violence dans la rue, et j'en parle d'ailleurs dans le livre parce que c'est très compliqué, là ça demande du courage, il faut le dire, c'est pas évident. Donc je pense que ça dépend un peu des situations. Ça dépend aussi des situations et ça dépend de la façon dont on donne à voir, dont on s'empare du sujet, notamment sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Vous êtes tous ici créateurs de contenu, Maxime avec une casquette de producteur, mais pas que, et Manuela avec une casquette de créatrice de contenu en ligne pour les comptes Instagram de Dis Bonjour Sa Pute et votre propre compte. Il y a une fiction qui a fait date, c'était il y a quelques jours à peine, elle s'appelle Les Siffleurs. 2 épisodes pour la mini-série de Nathalie Marchak avec Nadia Fares dans le rôle titre, qui justement va proposer une enquête au long cours sur la disparition d'une jeune influenceuse qui dénonce ses comportements justement grâce à son compte Instagram qui s'appelle Les Siffleurs. Je vous propose de revenir justement sur cette fiction en images et puis on va en parler ensuite. Vous n'avez pas une idée de qui pourrait vouloir lui faire du mal? Je comprends photo, toi. Tous ces hommes l'ont agressé? Harcelé. Lila, elle a le courage de dénoncer le harcèlement de rue. Tu peux m'expliquer pourquoi Lila avait l'intention de poster cette photo de toi avec elle? Inédit, Les Siffleurs, avec Nadia Fares et Charles Berling. Une mini-série dont le premier épisode est arrivé en tête des audiences en prime. Est-ce qu'on peut justement s'en féliciter? France 2 a mis cette fiction à l'antenne en prime time. C'est aussi important de se dire que quel que soit l'écran, Maxime, on va pouvoir s'emparer du sujet. Et Manuela le fait notamment sur Instagram et sur des plateformes sociales, mais pas que. On peut en parler en classe et Manuela, encore une fois, avec son association, va pouvoir partir en classe pour pouvoir éduquer à ces comportements ou à la façon de les détecter justement et d'arrêter de pouvoir les perpétuer.
c'est important aussi que la télé s'en empare, parce qu'on n'est pas exactement sur les mêmes audiences et sur les mêmes publics. Alors, oui, et merci de me poser cette question, parce que je voudrais revenir sur un point très important, c'est que l'imaginaire, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui se disent comment je peux agir. La carte bleue, parfois, c'est le meilleur instrument. Est-ce que les livres que j'achète, les films que je donne à voir à mes enfants, et même les jeux vidéo, est-ce que finalement... Ok, je veux bien t'en acheter, mais est-ce que dans les récits, je peux pas un peu varier les personnages? Est-ce que par exemple, incarner des fictions ou des romans par des femmes qui sauvent peut-être des princes charmants dans leur château, pourquoi pas, je crois que ça existe, c'est pas possible. Si ça l'est, il faut absolument se saisir de son portefeuille pour changer les mentalités. Et en ce qui concerne maintenant, non pas les individus, mais les diffuseurs et les producteurs et les productrices, oui, on peut saluer évidemment cette fiction-là, mais... je pense qu'on est encore très loin du compte que la moyenne d'âge des personnes devant la télé ne cesse de reculer, elle est extrêmement vieillissante. Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus ambitieux, renouveler les genres, faire confiance à des productrices et à des producteurs qui sont peut-être plus jeunes, que ce soit sur le service public ou ailleurs. Donc on peut que se saluer de cette audience, c'est formidable. Et en plus, la fiction, je vais la regarder, elle a l'air très bien. Mais on est encore très loin du compte, et surtout les jeunes sont totalement maintenant sur Internet et quasiment que sur Internet, et il va falloir justement contrebalancer ça par des programmes familiaux qui rassemblent aussi les jeunes. Bon, c'est tant mieux, vous pouvez regarder les siffleurs en replay. Vous voyez des mini-séismes partout qui sont en train de se produire, mini-séismes aussi, justement, puisque vous allez pouvoir récupérer les siffleurs, ces 2 épisodes en replay sur le site de France 2 et France Télévisions, pour ne pas les citer. Et Manuela, c'est important, là aussi, on va le rappeler, et c'est pas une injure à France Télévisions, mais le public de France 2, c'est un public de sexagénaires. Vous vous adressez à des audiences aussi différentes, avec des temporalités et des façons d'être confrontés aussi à ces violences sexistes et sexuelles, là aussi différentes, mais malheureusement complémentaires. C'est important qu'on parle de ces questions de façon intergénérationnelle. Oui, c'est ultra important, parce qu'effectivement, nous, on fait de la prévention auprès des jeunes, des très jeunes et des adolescents et des jeunes actifs. Mais il y a aussi tout un travail à faire avec les autres générations. Et c'est des personnes qui sont encore sur cette planète et qui, a priori, vont y vivre encore un moment. Donc, il faut absolument continuer à faire de la prévention auprès de ces personnes. Moi, j'étais très contente de voir que la série a eu un tel succès, qu'il y a autant de personnes qui la regardaient. On parle d'une fiction, mais c'est clairement la réalité de beaucoup de femmes tous les jours. Et c'est important que ça puisse encore être mis en avant aujourd'hui, et que nos parents, nos grands-parents se retrouvent face à cette programmation pour qu'ensuite on puisse en discuter. Malheureusement, les repas de famille, c'est souvent le moment des débats, mais c'est aussi l'occasion de faire évoluer les mentalités. Moi, il y a une phrase qui m'énerve beaucoup, c'est quand on me dit oui, mais tu sais, moi maintenant, je suis trop âgée pour changer de mentalité, je suis comme ça. Ou alors quand on dit non, mais laisse ton grand-père ou ta grand-mère, il a toujours été comme ça, on ne peut pas le changer. Et ben, je pense qu'une personne âgée, c'est tout aussi malléable qu'un enfant, et que si un enfant est capable de comprendre que sans oui, c'est non, alors une personne âgée peut le comprendre aussi. Si un enfant est capable de comprendre que le harcèlement de rue, c'est dangereux, alors une personne âgée peut le comprendre aussi. Et c'est en faisant plus de sensibilisation aussi auprès de ces personnes, et pas en laissant les militants et les militantes le faire toutes seules lors de repas de famille, qu'on va pouvoir faire évoluer les mentalités. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Maxime disait sur le fait qu'il faut mettre davantage de productrices réalisatrices sur le devant de la scène, et créer davantage de contenu à des heures d'écoute, même aussi sur des chaînes qui sont regardées par des personnes qui ne sont pas forcément les jeunes qu'on veut cibler. Parce que on pourrait opérer ce changement que si toute la société s'accorde ensemble. Donc il faut continuer à faire ça. Et je soutiens toutes les initiatives qui seront faites sur des chaînes qui sont regardées par des personnes un peu plus âgées, parce que ça reste quand même les parents et les enfants aussi de femmes, de personnes sexisées qui subissent tout ça. Donc voilà, on doit être tous et toutes ensemble. Et on va terminer justement avec cette phrase qui rejoint votre propos, Emanuela, celle de la productrice du film La Nuit du 12, mis à l'honneur notamment comme César du meilleur film il y a quelques jours à peine, qu'il rappelait dans son discours. Il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. Les cinéastes doivent s'emparer de ces récits. Merci infiniment, Emanuela Todorova, d'avoir fait un tour par Skype interposé sur le plateau de l'École du Futur. On vous retrouve sur vos comptes Instagram, notamment Dit Bonjour Salpute et Emmanuel
Manuela Todorova, Maxime Runieski. On vous lit chez Marabout avec le petit manuel de féminisme au quotidien. On vous retrouve le 29 mars, justement, avec une nouvelle production. Sur Teva, un film qui s'appelle Congé paternité pour tous et qui montre les papas qui sont engagés pour plus d'égalité et d'ailleurs qu'ils soient hétéro, homo et en Norvège ou en France. Vous voyez, c'est assez large. Je sens que vous allez revenir sur ce plateau très avec prochainement. Plaisir. Nous en parler. Merci comme toujours à Gaël Musquet pour ses idées derrière la tech. On se retrouve nous dès demain pour un nouvel épisode de l'École du Futur.